Bonjour, bienvenue sur Coupe-Fil, sur Watch TV en direct. Bonjour Pierre. Bonjour Benoît. Watch TV et Coupe-Fil, le magazine de l'art sur Watch TV. On est très heureux de vous retrouver pour cette deuxième émission de la saison 2. Et comme d'habitude, vous nous suivez en direct. Vous pouvez nous suivre sur la Freebox, canal 154, sur la Box SFR, canal 178, ainsi que très bientôt sur la B-Box à partir du 13 novembre. Donc Watch TV grandit, on est très contents. Alors pour Coupe-Fil, le magazine de l'art aujourd'hui, on va parler art contemporain bien sûr, mais numérique aussi. On va parler mode avec l'expo de Sonia Delaunay, et puis on parlera aussi d'ouverture, d'exposition, de fondation, et puis de la fondation Vuitton notamment, voilà. Et de l'exposition McCarthy à la Monnaie de Paris. Voilà, et de Paris Photo qui arrive au mois de novembre, le mois de la photo au mois de novembre. Voilà, donc très content. Nous avons plein d'invités comme d'habitude, des galeristes, des commissaires d'exposition, des fondateurs de sites d'art contemporain, de sites web, des artistes par moment. Absolument, et aujourd'hui nous recevons Louis Lamy, qui est fondateur d'un site qui s'appelle Artvisor. Bonjour Louis. Bonjour à tous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Louis. Merci à vous. Pardon, excuse-moi, oui, nous allons revenir avec vous d'ici quelques instants pour que vous nous parliez effectivement de votre site et des sites marchands sur Internet, et puis d'un colloque que vous organisez le 13 novembre. Tout à fait. Et puis donc nous vous donnons rendez-vous tous les premiers mardis du mois. Vous pouvez nous suivre sur Watch TV, communiquer avec nous pendant l'émission via les réseaux sociaux, #Coupe-Fil @WatchTV. Voilà, donc une super émission pour aujourd'hui, et nous espérons vous guider dans ce milieu passionnant qu'est l'art contemporain. C'est parti. Alors, comme nous vous le disions tout à l'heure, à l'instant même, nous recevons Louis Lamy, qui donc est fondateur du site Artvisor, qui est un site marchand sur Internet qui vient d'être créé, qui a été lancé, si je ne m'abuse, fin septembre. Non, qui va être lancé le mois prochain, puisqu'en réalité aujourd'hui nous sommes en période de bêta. Nous constituons le catalogue d'œuvres qui va être présenté à la vente le 12 novembre. Et je vais commencer par les peintures anciennes et du 19e, et la possibilité de faire des offres sera ouverte à la mi-décembre pour tous les acheteurs potentiels. Ceci étant dit, maintenant n'importe quel utilisateur, vendeur peut s'inscrire et proposer les œuvres qu'il souhaite vendre sur le site très simplement, puisque l'objectif du site est de simplifier le processus de vente pour un vendeur, puisque lorsqu'on ne connaît pas le marché et qu'on veut vendre une œuvre d'art, on ne sait absolument pas à qui s'adresser. Et c'est pour ça que le système est très simple, puisque le vendeur a uniquement à prendre en photo son œuvre, et anonymement, sans valeur ni description, il va l'envoyer à tous les acteurs du marché du monde entier qui sont sur le site, qui vont lui faire des offres, et si ces offres l'intéressent, je mettrai gratuitement en relation avec eux pour finaliser la transaction. Donc par la simplicité du processus, je fais émerger des œuvres sur le marché, et je réponds en même temps aux problématiques des acteurs du marché qui sont la confidentialité, la mise en relation directe avec les vendeurs, et des faibles frais de mise en relation, puisqu'aujourd'hui les frais en maison de vente sont très importants, puisqu'ils oscillent en moyenne entre 25% de frais acheteurs, ce qui représente des sommes très importantes, et c'est pour ça que les frais d'Artvisor sont très faibles, puisqu'ils oscillent entre 5 et 1%, pour justement permettre aux professionnels du marché de dynamiser leur business. Et alors comment se passe effectivement le choix de ces œuvres, puisque effectivement sur le marché il y a souvent le travail des galeristes ou des maisons de vente qui se fait pour justement filtrer certaines de ces œuvres, faire le tri entre le vrai du faux, du recel ou des choses comme ça. Enfin, j'imagine que vous vous êtes posé la question de... Bien sûr. C'est justement ça l'intérêt du site, c'est que les professionnels ont la connaissance sur la qualité, l'authenticité,
l'intérêt et la valeur des objets. C'est leur métier de savoir ça. Et les vendeurs, soit ils savent pas ce qu'ils ont, soit ils savent ce qu'ils ont, puisqu'ils ont déjà fait des expertises, des estimations et des expertises en assurance. Mais s'ils ils savent pas ce qu'ils ont, de toute façon, le marché corrige in fine, puisque même en vente aux enchères, c'est le marché qui corrige in fine. Puisqu'il arrive souvent que dans les ventes aux enchères, il y a des objets qui passent mal attribués ou pas attribués du tout, à 500 €, voire rien du tout, et que le marché corrige à des prix astronomiques, 300 000, 500 000, voire beaucoup plus de temps en temps. Donc de toute façon, qu'il y ait expertise ou pas, c'est le marché in fine qui va valider que l'objet est intéressant ou pas. Et c'est pour ça que cette simplicité du système match avec le marché. Donc une plateforme de mise en relation vendeur-acheteur, et vous partez du principe que le marché fait appel à l'expertise des professionnels pour valider la transaction et l'authenticité de l'œuvre. C'est bien ça. C'est le professionnel qui va juger lui-même si l'objet est intéressant ou pas. Moi, je suis moi-même marchand de tableaux et de dessins anciens depuis 7 ans. Et donc, je suis amené à surveiller les ventes aux enchères dans le monde entier. Et il arrive souvent que des objets sortent dans les toutes petites ventes, comme pas attribués du tout, pas expertisés du tout, pas estimés du tout. Et que pour autant, ont un intérêt puisque je découvre, on a toute la documentation, on a une expérience, donc je reconnais qui est l'auteur. Je retrouve souvent parfois la provenance de cet objet dans les documentations des musées, etc. Donc in fine, j'arrive à connaître l'intérêt. Je connais les experts que je peux contacter pour leur demander leur avis s'ils valident le fait que cet objet, cette œuvre est pour eux de bonne qualité, authentique ou pas. Et ensuite, la valeur des objets, c'est aussi, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent d'évaluer la valeur d'une œuvre. Et c'est fait partie de mon métier aussi d'évaluer la valeur d'une œuvre et à combien je pourrais la proposer à un client s'il est intéressé. Donc, et in fine, le marché corrige dans ses ventes puisque les objets finissent toujours par faire le prix, voire plus cher que ce qu'elles valent, ce qu'elles auraient pu valoir dans une grosse maison de vente anglo-saxonne. Alors là, justement, vous parliez du prix, donc comment va se passer comment va se fixer justement le prix de l'œuvre? C'est l'acheteur qui va... Voilà, c'est ça. C'est l'acheteur potentiel qui va faire une offre directement au vendeur de manière anonyme, puisque tout est anonyme jusqu'à la mise en relation. À partir du moment où une offre est faite, il y a un délai de 10 jours qui s'enclenche, et au bout des 10 jours, toutes les offres qui ont été faites sur l'œuvre sont envoyées simultanément au vendeur, qui va valider ou refuser les offres qu'on lui a faites. C'est-à-dire que le vendeur, sur ce site, peut valider ou refuser toutes les offres qui lui sont faites. Si elles ne lui plaisent pas, il refuse, il reste anonyme. L'œuvre n'a pas besoin de bouger de chez lui, donc du coup, il n'y a pas de risque de transport et de casse dans un transport éventuel. Et donc, ça lui coûte absolument 0 €, 0 centimes de proposer son œuvre sur ce site. Et comme elle est présentée sur un laps de temps très limité, elle n'est pas grillée sur le marché. Et ça, c'est un point très important aussi qu'apporte Advisor. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque, enfin vous y avez peut-être pensé aussi, de sous-évaluation de l'œuvre? C'est-à-dire qu'un marchand qui va repérer effectivement J'ai compris votre question. Ouais. Pardon? Oui, non, j'ai compris votre question, oui, bien sûr. Mais justement, là encore, c'est le marché, tous les acteurs du marché sont là. Il y aura les marchands, des courtiers, des décorateurs, des maisons de vente, des conservateurs de musées du monde entier seront là aussi, des collectionneurs. Et donc, si une œuvre est intéressante, il y aura forcément plusieurs offres qui seront faites sur cette œuvre. Donc, le vendeur va pouvoir évaluer le range, la moyenne à peu près de la valeur de son œuvre. C'est-à-dire qu'il n'aura pas qu'une seule proposition. Et dans le cas où il n'a qu'une seule proposition, c'est son libre choix d'accepter ou de refuser. Il peut avoir fait appel à des expertises avant, des estimations, pour avoir une idée de la valeur de son œuvre. Et à ce moment-là, il accepte ou il refuse des offres. Quelle gamme de prix vous pensez effectuer les transactions? Autour de quelle gamme de prix? On parle beaucoup des plateformes internet plutôt pour ce qu'on intitule le middle market et vraiment les maisons de vente aux enchères qui restent physiques, pas virtuelles, pour le haut de gamme. Donc est-ce que c'est ce qu'on peut appeler moyen de gamme, entrée de gamme? Quel type de prix?
Écoutez, en fait, justement, c'est le principe de site, c'est que qui que vous soyez, quel que soit le niveau de votre œuvre, proposez-les à la vente au marché, et de toute façon, il y aura tous les types d'acteurs du marché et tous les niveaux d'acteurs du marché, autant les brocanteurs que les grands marchands ou les grands conservateurs de musées. Donc, peu importe le niveau, de toute façon, tous les acteurs du marché seront là en concordance avec le niveau de l'œuvre. Donc, j'accepte n'importe quelle qualité d'œuvre. D'accord, très bien. Et alors, justement, pour rebondir sur le marché sur Internet, oui. Vous organisez aussi le 13 novembre un colloque ou une table ronde, peut-être ? Oui, tout à fait. Sur justement le numérique et le marché de l'art, puisque depuis quelques années s'est développé un certain nombre de sites, et on voit effectivement que le marché commence un peu à s'intéresser à Internet pour effectivement ces transactions. Comment sentez-vous justement cette évolution qui s'est effectuée depuis quelques années sur le rapport entre le marché de l'art, qui était un peu réticent au départ, et l'arrivée d'Internet, qui a quand même un peu simplifié les rapports marchands pour d'autres domaines, notamment sur la vente en ligne pour le prêt-à-porter ou des choses comme ça. Est-ce que c'est applicable bien sûr, au marché de l'art ? Le marché a compris, enfin il y a déjà eu une première transformation du marché avec l'arrivée des sites de cotation qui ont vraiment révolutionné le marché de l'art, puisque la publicité des prix a vraiment changé totalement les mœurs et les comportements du marché. Et il est en train encore plus de changer, puisque maintenant les acteurs du marché ont accepté que l'outil Internet était un outil indispensable pour eux, à la fois pour sourcer de la marchandise et un petit peu aujourd'hui ça commence à être un outil pour vendre, et donc le marché est prêt à utiliser Internet, à accepter d'utiliser Internet, et il y a maintenant de nouveaux acteurs qui arrivent, de nouveaux types d'acteurs qui commencent à arriver, qui sont de plusieurs types, puisqu'il n'y a pas seulement des online auctions, il n'y a pas seulement des marketplaces, mais il y a aussi ce qu'ils appellent des auction aggregators, c'est-à-dire que c'est des répertoires de maisons de vente qui répertorient toutes les ventes aux enchères qui existent dans le monde entier. Il y a aussi des art media, il y a comme Artprice et Artnet, il y a aussi des sites d'expertise, et il y a aussi des sites de courtage. Il y a un certain nombre de nouveaux médias qui arrivent, qui apportent des nouveaux services au marché, aux acteurs du marché et aux collectionneurs sur le marché de l'art. Et c'est un marché qui aujourd'hui pèse 1,6% du marché, avec une valeur d'un milliard et demi, et ça va représenter en 2018 plus de 3,8 milliards sur le marché donc de l'art. Donc c'est un marché qui est véritablement en train de boomer, et qui intéresse autant les acteurs du marché que maintenant les consommateurs d'œuvres d'art qui sont prêts, parce que je connais beaucoup de collectionneurs qui ont accepté et qui le font et qui achètent des objets pour leur collection personnelle via les sites internet. Donc la marche est en route. C'est certain, on le voit dans beaucoup de domaines, et l'art est clairement impacté par l'arrivée du numérique. Dans la transaction, je reviens juste sur Advisor une minute. Dans la transaction, pour voir l'œuvre, bien évidemment, je discute avec le vendeur, et la visualisation de l'œuvre se fait face à face. Il n'y a pas où il y a une galerie, où il y a un endroit où je peux trouver. Comment ça fonctionne ? Alors en fait, vous allez voir l'œuvre. Une fois que vous aurez fait l'offre sur cette œuvre et que cette offre aura été validée par le vendeur, vous allez payer les frais de mise en relation au site, et vous allez rencontrer directement le vendeur. Et donc vous allez voir l'œuvre directement chez lui ou dans un endroit neutre que vous aurez choisi ensemble, puisque vous avez besoin, et n'importe quel professionnel aura toujours besoin de voir l'œuvre en vrai pour vérifier que l'état correspond bien à ce qu'il pensait, que l'œuvre est aussi magique qu'il le pensait. Donc ça, il y aura toujours besoin de voir une œuvre en vrai, pour vérifier de l'authenticité, de la qualité et de l'état. Et c'est pour ça que Artvisor est simplement un site de mise en relation et pas un site de vente.
Et ça, c'est un point très important. Voilà. Et donc, Internet permet justement de répondre puisque c'est ça un peu, c'est du problem solving Internet. Et donc, je permets par ce principe de répondre aux problématiques des acteurs du marché, tout en conservant les règles métiers du marché. Et ça, on pourra jamais. Il faudra toujours que le web s'adapte aux règles du marché de chaque marché. Est-ce que vous pensez que l'Internet qui arrive dans le milieu de l'art, est-ce que vous pensez aussi que ça pousse vers plus de transparence par rapport aux transactions, par rapport au marché, ou ça facilite les relations acheteurs-vendeurs, mais la transparence n'est pas encore là? Alors la transparence est déjà arrivée avec les sites de cotation, puisque la publicité des prix est donc publiée sur tous ces sites. Donc la transparence est totale en vente aux enchères, puisque ce sont des ventes publiques. Mais dans votre question, il y a deux champs en réalité. Il y a deux pans du marché. Il y a le marché haut de gamme, des œuvres de collection, des œuvres importantes. Et là, il est évident que la confidentialité sera toujours un élément clé dans les transactions. En revanche, il y a un autre marché qui n'est pas celui des œuvres très importantes, qui est un marché plus mass market, on va dire. Et à ce moment-là, la transparence est bien entendu tout à fait à propos et va se développer encore plus. Ça, c'est évident. Donc en fait, le problème, c'est qu'il n'y a pas un marché de l'art, il y a des marchés de l'art. Et je pense qu'il faut toujours bien scinder dans les sujets dans lesquels on aborde, bien scinder ces marchés pour répondre aux questions. Parce que il y a autant de marchés de l'art que de catégories. J'imagine que vous allez développer tout ça le 13 novembre pendant votre colloque. Bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous donner les informations pratiques sur ce colloque, notamment où aura-t-il lieu ? Oui, alors il aura lieu à la Gaîté Lyrique, donc le 13 novembre de 18h à 20h. Et c'est en partenariat avec Madines et le Quotidien de l'Art. Et il y aura d'ailleurs un nouvel intervenant qui va venir intervenir à la conférence, qui est le cofondateur de KissKissBankBank, Adrien Aumont, qui va venir parler de comment le crowdfunding et le financement participatif s'intègrent dans ce marché et permet aux acteurs du marché de développer leurs projets, et pas seulement des projets web. Oui, effectivement, ces sites de crowdfunding, justement, se développent de plus en plus et sont de plus en plus sollicités par des acteurs du marché, mais aussi par les institutions publiques. Et de plus en plus associés à des projets culturels. Absolument. Financement participatif. Et notamment pour les musées, certains musées font appel à la souscription nationale pour acheter des œuvres dans leur musée. Par exemple, le Louvre est en train de faire une souscription pour acheter une table du 18e. Ils ne sont pas passés par le crowdfunding, mais le crowdfunding pourrait être un élément pour eux pour faire appel à la souscription des gens pour acquérir des œuvres. Donc il y a tout un nouveau monde aussi. Le web est en train de rentrer dans le monde des musées et il y a de multiples outils qui arrivent, la 3D, les objets connectés, la réalité augmentée sont en train de s'intégrer énormément dans la logique et la politique des musées, même dans la manière dont on appréhende la médiation culturelle avec des outils numériques qui vont permettre, notamment les Google Glass sont en train d'être travaillés pour se calquer aux audioguides. Donc le marché de l'art est en train de switcher totalement sur le numérique et il a enfin compris que c'est plus un bénéfice qu'un poids. Merci beaucoup, Louis. Je vous en prie. Pour toutes les personnes qui sont intéressées par ces questions sur effectivement l'arrivée du numérique plus spécifiquement dans le marché de l'art, mais dans le milieu culturel aussi. Nous vous invitons à aller le 13 novembre écouter ce colloque, cette table ronde de 18h à 20h à la Gaîté Lyrique dans le 3e arrondissement à Paris. Voilà, et pour suivre votre site qui est en bêta aujourd'hui, artvisor.com, c'est bien ça ? Exactement. Et donc lancé le mois prochain. Voilà. Exactement, voilà. Et la possibilité de faire des offres la mi-décembre.
Super. Juste Très avant bien. Noël, c'est parfait. Exactement. Bon timing. Merci beaucoup. Merci de m'avoir accueilli, merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Eh bien, nous allons continuer, nous, après la suite avec l'exposition Sonia Delaunay au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris. Avec une petite pause. Donc, Sonia Delaunay, une grande rétrospective au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, qui est concomitante avec une autre exposition au Centre Pompidou, mais qui, elle, est dédiée à son mari, Robert Delaunay, que les gens finalement connaissent un peu plus. C'est toujours une de ces injustices de l'histoire de l'art, c'est qu'effectivement, on retient toujours plus l'homme que la femme, et pourtant, dans le cas des Delaunay, c'est vraiment indissociable. Les deux étaient vraiment artistes, les deux ont vraiment développé tout un travail commun, et nous allons laisser parler Cécile Godefroy sur la vidéo que vous voyez de l'exposition. Ah non, donc on va regarder la vidéo. Oui, on va relancer la vidéo avec l'interview de Cécile Godefroy, qui est la commissaire de l'exposition. Qui est co-commissaire d'ailleurs de l'exposition. Oui. Elles sont deux commissaires. Et alors, effectivement, Sonia Delaunay, l'exposition est vraiment, vaut vraiment le déplacement, puisqu'on fait vraiment le lien avec tout son travail, du début à la fin de sa carrière, et notamment toute la partie sur la mode et l'industrie textile. Voilà, nous voyons le musée d'art moderne de la ville de Paris, au Palais de Tokyo. Voilà la vidéo, c'est parti. Cette exposition, c'est peut-être une rétrospective d'envergure, tant par le nombre d'œuvres présentées, puisque nous présentons plus de 400 pièces, que par la diversité des supports choisis, qui couvrent toutes les époques de l'artiste, des débuts, donc 1905, jusqu'aux années 70. C'est une artiste dont il faut souligner et rappeler les origines russes, qui naît à Odessa en 1885, grandit à Saint-Pétersbourg. Elle se forme en Allemagne à l'Académie des Beaux-Arts de Karlsruhe pendant 2 années et arrive à Paris en 1906, forte déjà d'une maîtrise de la peinture, comme on peut le voir dans les 2 premières salles qui présentent une dizaine de ses portraits de l'époque. Avant de rencontrer Robert Delaunay, elle est Sonia Terk et elle est reconnue comme une peintre puisqu'elle expose à Paris, à la Galerie Notre-Dame-des-Champs. Et puis elle rencontre Robert Delaunay, un peintre autodidacte qui passe par l'étude de l'impressionnisme, du pointillisme, mais surtout du cubisme. Et ces 2 artistes vont donc se marier, tout d'abord, faire un enfant et inventer ensemble une nouvelle forme d'art, une esthétique globale qui va toucher à tous les domaines de la vie. Donc, il s'agit de la peinture, bien évidemment, et en premier lieu, mais aussi de la mode, des arts du livre, de la décoration intérieure. C'est-à-dire que les Delaunay vont s'emparer, et Sonia en particulier, de tous les champs de la création possible. L'aspect collaboratif est très important chez les Delaunay et chez Sonia Delaunay en particulier, qui aime s'entourer de poètes et d'artistes de l'avant-garde internationale. Tout d'abord la prose du Transsibérien et de la Petite Jeanne de France, qui est un chef-d'œuvre de l'avant-garde littéraire et artistique, qui est un 4 mains, créé avec Blaise Cendrars en 1913, donc une peinture-poème totalement moderne, qui se lit comme elle se regarde. Ces grandes peintures aussi peuvent témoigner de cet aspect collaboratif, puisque Sonia Delaunay les a exécutées avec l'aide d'autres peintres pour cette grande exposition internationale de 1937.
La couleur est fondamentale chez Sonia Delaunay. Elle est constructive pour les Delaunay et elle va prendre très rapidement, à partir de 1912, la place la plus importante qu'il soit dans leur peinture, dans leur art en général, puisqu'elle va remplacer le sujet, elle va remplacer la profondeur, la perspective. Elle devient le sujet elle-même du tableau, ce pourquoi les Delaunay s'orientent autour de 1913 vers l'abstraction. Superbe expo, hein. Oui, vraiment superbe. Superbe expo. Effectivement, le sous-titre de l'exposition, c'est les couleurs de l'abstraction. Ouais. Je crois que ça résume bien, et Cécile Godefroy le disait, sur le travail de la couleur qui est fait par Sonia Delaunay. Là, on voit effectivement derrière nous des œuvres, alors ça, c'est des œuvres de jeunesse, où déjà elle est très attirée par la couleur, sur ce nu allongé notamment. Puis après, effectivement, donc on retrouve un peu des pattes, un côté un peu fauve. Là, on retrouve un travail déjà sur la matière, puisque c'est un patchwork de tissu. De tissu. Voilà, oui. Déjà réagencé de façon très abstraite et avec un travail sur la couleur qui est important chez elle. Et effectivement, cette exposition, on en sort... déjà en ayant appris beaucoup de choses sur Sonia Delaunay, d'avoir un peu mis en perspective son travail plastique, et notamment sur ses huiles sur toile qu'on voit ici, sur des travaux sur des pochettes d'albums, parce qu'elle a travaillé aussi pour des musiciens. On voit beaucoup de tissus. Des tissus, des vêtements, puisqu'elle a créé certains la vêtements. Fabrique de tissus, absolument, de tissus, voilà. D'imprimés sur tissu. Et toujours, effectivement, ce travail de la couleur, cet agencement de la couleur qui est vraiment sublime. Et l'exposition est vraiment une très belle réussite. Très voilà, agréable. et on découvre, j'ai le plan de l'exposition sous les yeux, Pierre, et on découvre vraiment, à travers l'exposition, le parcours multidiscipline, puisqu'il y a un aspect danse, les aspects de la danse quand elle s'est intéressée à ce sujet, tout ce qui est tissu, fabrique, mode, imprimé de tissu, puis après il y a une partie de théâtre aussi. De théâtre, de décor. D'influence littéraire, puisqu'elle était aussi proche de Tristan Tzara. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment, on replonge dans ce bouillon artistique de l'entre-deux-guerres et de l'après-guerre aussi après. Puis après, l'exposition se termine, bien évidemment, plus vers l'abstraction et la réinvention de l'abstraction. Que nous voyons là avec les dernières œuvres qui passent. Des gouaches à la fin, et puis voilà. Donc très belle et très complète exposition. Oui, rétrospective qui n'avait pas eu lieu, enfin la dernière rétrospective avait eu lieu en 1967. Voilà, et donc là il y a 400 œuvres au Musée d'Art Moderne de Paris. Et donc c'est à voir jusqu'au 22 février au Musée d'Art Moderne, donc, qui se trouve avenue du Président Wilson. Pour ceux qui seraient plus courageux, peuvent aussi se rendre au Centre Pompidou pour voir l'expo Robert Delaunay, mais qui est plus petite, effectivement. Là, c'est vraiment... par rapport à Sonia Delaunay, l'expo est, dirons-nous, plus anecdotique. Oui, beaucoup plus petite. Mais c'est clairement, il y a des influences entre les deux. Ils ont travaillé ensemble. Ils ont vraiment travaillé ensemble. Effectivement, c'est ça qu'il faut retenir. Il n'y a pas eu Sonia plus dans l'ombre de Robert, mais vraiment, c'était un couple qui a travaillé sur des projets communs et qui se sont... qui ont insufflé chacun leur patte l'un envers l'autre. Voilà, avec en fin d'exposition, une vidéo de Sonia Delaunay, une interview de Sonia Delaunay, effectuée par Dutronc. Absolument. Et un moment aussi dans l'exposition, ce qui est amusant, parce que tu parles de Dutronc, Benoît, mais à un moment, on se fait surprendre en entendant Françoise Hardy chanter. Oui. Et effectivement, un des clips de Françoise Hardy, la chanson s'appelle Sous aucun prétexte, où Françoise Hardy est habillée en Sonia Delaunay. Voilà, exactement. Voilà, ces petits clins d'œil qui sont assez agréables à voir dans une exposition. Oui, d'ailleurs, on voit le public à la fin de cette exposition, devant cette vidéo, devant cette chanson de Françoise Hardy, sourire, ou
petit côté nostalgie dans la période actuelle. Voilà, Sonia Delaunay au musée d'Art moderne de Paris. Et une autre exposition dont nous allons vous parler là, juste après un petit jingle, c'est l'exposition McCarthy à la Monnaie de Paris. Alors, la Monnaie de Paris a rouvert ses espaces pendant la FIAC, en même temps que le musée Picasso ou la Fondation Vuitton, dont on va vous parler en deuxième partie d'émission. Et l'exposition inaugurale pour la Monnaie de Paris est consacrée à la Chocolate Factory de Paul McCarthy. Alors Paul McCarthy est un artiste américain, scène de Los Angeles, connu pour ses provocations diverses et variées, et surtout effectivement connu plus récemment pour avoir été agressé à Paris, place Vendôme, devant sa sculpture qui s'appelle Inflatable Tree, et qui reprenait un arbre stylisé, ou effectivement toujours cette ambiguïté sexuelle chez McCarthy, ou un plug anal. Voilà, donc un sextoy, tout à fait. La Chocolate Factory, c'est un projet que McCarthy a depuis des années, qui n'a jamais pu montrer, puisque l'installation est quand même impressionnante. Il a fallu donc effectivement toutes les salles de la Monnaie de Paris pour présenter cette Chocolate Factory. En français, fabrique de chocolat, et effectivement on débarque dans une fabrique de chocolat avec du personnel qui fabrique en temps réel devant vous ces petits sapins stylisés, encore une fois, ou ces Père Noël qui portent un sapin, ou donc des sextoys évidemment, chacun y verra donc ce qu'il veut, et McCarthy joue effectivement sur cette ambiguïté. Le chocolat qui est les objets en chocolat qui sont créés sont évidemment mis en vente après à la boutique de la Monnaie. Donc, 50 € pièce. 50 € pièce. Alors, le chocolat est très bon, puisque c'est un chocolat, je ne sais plus quel chocolatier qui fournit, mais voilà, donc... Alors, j'ai quelques stats, Pierre. Oui. Ils produisent 300 petits Père Noël par jour. Voilà, donc beaucoup de lignes dans la presse par rapport à cette exposition, provoque et chocolat, des titres de ce genre, mais je trouve ça très original, très intéressant au sein de la Monnaie de Paris. Donc il y a vraiment ce spectacle au sein de la Monnaie de Paris qui est un très beau bâtiment. Ils ont réouvert des salles supplémentaires, donc 300 par jour. Je crois qu'il y a 14 salles, ça me paraît un peu énorme. Mais ils ont réouvert des salles, c'est très grand. Et cette fabrique, quelque part, si j'ai bien compris, l'artiste moque un peu la consommation à outrance d'aujourd'hui, et le fait que cet aspect de Noël est devenu dans tous les esprits un événement ultra massif de consommation, en fait, aveugle. Donc il y a un aspect quand même que j'aime bien dans l'art contemporain, et qui est vraiment de remettre en cause quelques idées et bousculer des moments finalement qui sont extrêmement consommation à fond, quoi. Absolument, et c'est tout à fait visible dans les salles. Donc passé la première salle où effectivement on voit la fabrique des chocolats en tant que telle, plus après les zones de stockage, il y a d'autres salles où on continue à stocker ces Pères Noël et ces petits arbres que vous voyez là. Et il y a une présentation de vidéos aussi. Voilà, donc c'est une installation vidéo, sonore, où on plonge vraiment dans l'univers de McCarthy. Un univers quand même un peu déjanté, qui rappelle effectivement toutes ces vidéos qu'il avait pu faire sur l'île aux pirates, où où c'était devenu très sanguinaire, où les personnages s'entretuent, il y a beaucoup d'hémoglobine. Voilà, toujours cette dénonciation effectivement de la consommation de masse, et puis ce côté toujours ambigu entre un univers qui paraît
enfantin, puisque voilà, le personnage du Père Noël, plus après effectivement cette ambiguïté sexuelle Oui, complètement. apportée par les adultes, et donc le côté un peu... On aime ou on n'aime pas, mais il laisse pas indifférent, ça c'est Absolument. certain. Il a 85 ans, né en 1945. Alors, donc, il est plutôt 70 ans. 70 ans, oui, voilà, très bien. Et surtout... Il ne vieillit pas trop, quand même. Ouais. Et il est collectionné par les plus grands collectionneurs, dont Pinault. Tout à fait. Où il y a une salle McCarthy à la pointe de la douane. Absolument. Donc l'exposition inaugurale de cette nouvelle monnaie de Paris. Et c'est plutôt agréable d'aller voir effectivement cette installation pour un artiste contemporain américain qu'on ne voit pas si souvent que ça en fait en France. Oui. Voilà, donc la monnaie de Paris jusqu'au 4 janvier, du 25 octobre au 4 janvier. Absolument. Et on va passer rapidement, juste pour information, pour vous dire aussi que le mois de novembre est le mois traditionnel de la photo à Paris, en plus d'avoir le salon Paris Photo, qui aura lieu donc du 12 au 17 novembre au Grand Palais. Cette année, c'est le mois de la photo à Paris, donc c'est l'occasion d'aller visiter un certain nombre d'expositions photos, avec cette année en thématique les photographes anonymes, l'intimité, mais aussi la Méditerranée. 3 grosses thématiques. Je vous invite à retrouver toutes ces infos sur le site www.moisdelaphoto.com, il me semble. Oui, c'est .com. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les expositions, que ce soit en galerie, mais aussi en institution. Donc il y a évidemment la Fondation Henri Cartier-Bresson. Il y a le Jeu de Paume, il y a tous ces sites, le Bal aussi, toutes ces institutions dédiées à la photo à Paris. Voilà, donc c'est un mois très dense en photo. Voilà, la photo et le dessin étant toujours un bon moyen d'entrée pour, après avoir vu beaucoup de choses, mais un bon moyen d'entrée pour des gens qui veulent commencer un petit peu à acheter dans l'art contemporain, je trouve. Et puis la photo, effectivement, est quand même devenue un élément essentiel dans notre vie, où on est quand même abreuvé d'images. Oui. Voilà. Donc, voilà pour la première partie de l'émission. On va enchaîner avec la deuxième partie, où nous allons recevoir Eva Albaran et Mélanie Meffray-Rondeau pour nous parler de leur maison d'édition qui s'appelle Wink. Wink Édition. Voilà, à tout de suite. À tout de suite. C'est bon. Alors, nous allons voir si nos invités sont là. Oui, bonjour. Oui, Bonjour. Bonjour. Nous vous entendons. Bonjour. Donc, Eva Albaran et Mélanie Meffray-Rondeau. Voici, vous voilà. Donc, je sais pas comment j'allais dire que Mélanie est à ma gauche, mais alors je ne sais pas ce que ça donne à l'écran. Et Eva, vous êtes à ma droite. Alors peut-être inversé quand on regarde. Je suis Mélanie. Voilà. Très bien, c'est clair. Ce sera plus simple. Là, j'étais en train de me perdre. Merci. Oui, donc vous êtes cofondatrice et codirectrice de Wink Édition. Pour vous présenter rapidement, donc Eva Albaran, vous êtes aussi, je ne sais pas si c'est le mot exact, productrice d'événements culturels. Exactement, c'est ça. Alors notamment, pour vous présenter, vous produisez la Nuit Blanche, donc toutes les installations qui sont visibles pendant la Nuit Blanche à Paris, c'est vous. C'est ça, oui. Et la Biennale de Venise, notamment le pavillon français, donc notamment pour la dernière édition avec Henri Sala. Donc exactement, vous, et la encore. Prochaine avec Céleste Boursier-Montgenon et Malavie. Voilà, ça, ce sera encore vous. Et Mélanie, vous êtes une ancienne de la galerie Yvon Lambert. Oui, tout à fait. Voilà, et vous avez en futur projet le lancement d'une galerie avec Olivier Bello, qui est le directeur de la galerie Lambert. Donc vous serez la co-directrice aussi. Oui, tout à fait. On va ouvrir une galerie au mois de février prochain à Saint-Ouen. Voilà, avec... nous n'avons pas le nom encore de cette galerie.
Non, on est encore en train de réfléchir au nom et à la première exposition. Mince, je pensais qu'on allait avoir la primeur sur le nom de la galerie. J'aurais bien aimé, mais je peux pas encore. Et donc aujourd'hui, nous allons parler plutôt de Wink Édition. Donc ça, c'est votre projet commun que vous avez eu, qui est donc une maison d'édition où alors, maison d'édition, pas édition littéraire, mais vous produisez des œuvres d'artistes contemporains en série limitée. Voilà. En fait, évidemment, par nos professions l'une et l'autre, on a déjà eu l'occasion de travailler ensemble. Et à un moment donné, en avril 2013, on a reçu une invitation du club Le Silencio pour faire la programmation culturelle de la One Square Meter Gallery, qui est donc un petit espace dans le club de 1 mètre carré, comme son nom l'indique. Et on s'est dit à ce moment-là avec Eva que ça pourrait être l'occasion de créer en tout cas des événements avec des artistes que l'on aime, avec qui on a déjà travaillé ou avec qui on aimerait travailler. Et on a pris le parti d'inviter que des artistes habitués à des très grandes productions ou des très grands musées et de les inviter dans ce petit espace et en plus dans un club, donc avec un public qui n'est pas toujours qui ne sait pas toujours qu'il peut voir ici des œuvres. Donc on a créé ça en avril 2013. On a invité Henri Sala, Christian Boltanski, Jesper Just, Claude Lévesque, Adèle Abdessemed, Douglas Gordon. Et à chaque fois, ils ont fait véritablement des œuvres qui sont des éditions de 7, qui restent 3 mois dans le club. Et actuellement, il y a la pièce de Douglas Gordon qui est la dernière de cette série, en tout cas de la série Au Silencio. Et oui, qui est donc notre petit clin d'œil, va continuer peut-être dans un autre espace ou avec d'autres contraintes en tout cas. Et donc des œuvres, voilà, c'est ça, hein, donc des œuvres dont la contrainte est le mètre carré d'espace offert pour exposer. D'accord, très, très intéressant. Très intéressant. Oui, nous avons pu voir là juste derrière nous, il y a des images qui passaient du Silencio, du club. Voilà. Nous avons aussi quelques images d'œuvres qui ont été réalisées, notamment celle d'Adèle Abdessemed, la petite tortue. La petite tortue. Voilà, je crois qu'on la voit, c'est ça, absolument. Qui est en quelle matière? Qui est en mousse, c'est ça? Non, en gomme blanche. En gomme. C'est de la gomme blanche. Voilà, il y a aussi Henri Sala, nous avons Claude Lévesque. Voilà, Henri Sala qui a proposé un petit... un piano à 3 touches. Piano 3 touches, oui. Donc ça aussi, clin d'œil encore pour ceux qui ont pu se rendre à la Biennale de Venise pour voir son installation et sa vidéo, voilà, qui reprenait c'était Ravel, Unravel, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression qu'il manque un terme. Eva, vous pouvez... Non, c'est Ravel, Unravel. C'est exactement ça. On l'avait vu Ravel, récemment. Voilà. On l'avait vu récemment aussi à Beaubourg. À Beaubourg, il y avait une introspective. Très belle vidéo. Tout à fait. Et nous venons de voir aussi un néon de Claude Lévesque. Claude Lévesque, voilà. Voilà, donc tout à fait, oui. petit format évidemment, puisque faut que cela rentre dans un mètre. Voilà, et donc c'est des éditions de 7, hein, c'est bien ça? Oui. Tout à fait. C'est des éditions de 7 et elles sont toutes vendues par le biais des rencontres que l'on fait, des collectionneurs que l'on connaît. C'est-à-dire qu'évidemment, on n'a pas, nous, d'espace, puisqu'on a l'une et l'autre notre activité professionnelle à côté et que, comme son nom l'indique, ce projet est vraiment un clin d'œil. Les éditions existent, on peut les montrer, mais on n'a pas d'espace véritablement où elles sont présentées les unes avec les autres. Elles sont 3 mois au Silencio, puis quand on les retire du Silencio, c'est vraiment que dans le cadre d'une rencontre que l'on provoque que ces œuvres peuvent être vues. D'accord. Comment ont réagi les artistes quand vous leur avez proposé le projet? J'ai cru comprendre tout de suite très positif, mais voilà, ça a été quand même difficile de les convaincre ou pas du tout? Pas du tout, puisque déjà ce sont des artistes avec qui on a une relation, on a travaillé, ils nous font confiance. Et puis, à part la contrainte de l'espace, on va dire, il n'y avait aucune autre contrainte. Donc, ils ont vraiment été libres de faire une œuvre qu'ils avaient envie de faire et qui d'ailleurs souvent avaient déjà imaginé et n'avaient jamais réalisé.
Et alors notamment sur la dernière œuvre qui est quand même un peu particulière puisque ça a donné lieu à une performance au Silencio toujours pendant la semaine de la FIAC. Comment se prépare effectivement... On vous a perdu. Pardon ? Allô. Ah, vous nous entendez ? Là, ça y est, c'est bon, oui. on vous a retrouvé. Oui, donc je vous disais effectivement que voilà, le dernier projet en date, c'était avec Douglas Gordon. Et c'était effectivement ça a donné lieu à une performance au Silencio le 21 octobre. C'est toujours un peu difficile de présenter de la performance justement en édition. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, puisque là, oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la genèse de ce projet avec Douglas et comment Oui, alors en fait, tous les artistes ont beaucoup joué le jeu et ont évidemment aimé l'idée d'être dans un club. Donc tous ont joué aussi avec cette idée-là. Et Douglas plus particulièrement, puisqu'il avait ce projet donc de botte avec un gant qui est cousu sur la botte, qui, une fois qu'on l'enfile, nous met dans une position très inconfortable. Et donc évidemment l'idée de la contorsion, de la danse, mais aussi quelque chose de très sensuel et était bienvenue dans un club comme le Silencio, avec évidemment une référence à David Lynch et à toute cette histoire qui est dans ce lieu. Donc il a voulu créer cette botte et il s'est associé pour ça à Francesco Russo, le chausseur italien. Donc ils ont travaillé ensemble sur des dessins de Douglas. Francesco a créé l'objet et ensuite c'est apparu presque comme une évidence qu'il fallait que cette botte soit habitée par un moment que Douglas devrait vivre avec, que lui la porte. Cette édition, ensuite, elle existe avec la possibilité pour les collectionneurs de se faire sur mesure, une botte sur mesure par Francesco Russo, donc une botte dessinée par Douglas, mais fait sur mesure par le chausseur. C'est plus compliqué, effectivement, oui, c'est plus compliqué qu'un objet. Oui. Voilà. Oui. Est-ce que derrière ce clin d'œil qu'on comprend bien, est-ce qu'il y a, bon, c'est une édition, c'est des petits formats, donc c'est a priori moins cher. Est-ce que c'est aussi la possibilité pour des collectionneurs, des jeunes collectionneurs, d'accéder à des artistes, des grands artistes renommés à leurs œuvres? Oui, tout à fait. C'était aussi l'idée. C'était l'idée que les œuvres pouvaient être plus accessibles. Et donc c'était aussi une contrainte que les artistes ont acceptée. Ils ont vraiment joué le jeu, tout en laissant quand même, en ne pas limitant, on va dire, le coût de production de chacune des œuvres. D'accord. Et donc ça se vend? C'est sold out? C'est pas sold out, mais ça se vend donc, il y a un succès. Bien quand on arrive à les montrer. C'est vrai que la vraie difficulté pour nous, c'est d'avoir le temps de s'en occuper. Et puis après, de créer les rendez-vous nécessaires, mais partout, hein, en galerie, dans n'importe quelle situation, vendre une œuvre, ça se fait quand même pas. Bien sûr. En se précipitant. Mais on va d'ailleurs participer très prochainement à une nouvelle foire, qui est une foire dédiée aux éditions. Qui s'appelle Soon, oui, et qui aura lieu du 11 au 14 décembre. Absolument. Et normalement, nous devrions revenir sur cette foire dans le coupe-fil du mois de décembre. Tout à fait, oui, tout à fait. Super, très bien. Le prochain artiste? Alors là, au Silencio, on a arrêté la collaboration. Hein. C'était le deal de départ d'aller jusqu'en décembre 2014. Donc là, on est en train de réfléchir plus que sur le prochain artiste, sur la prochaine contrainte. On se cherche une nouvelle contrainte pour ensuite inviter l'artiste qui pourrait y répondre. Donc là, c'était depuis le début une collection de 6. Donc il y a aussi une édition, on a réservé une édition de chacune pour avoir l'ensemble de la collection. Et donc la 6e, elle vient d'avoir lieu au mois d'octobre, pendant la FIAC. Super. Eh bien, donc affaire à suivre. Ouais, moi je trouve ça génial. On va continuer à vous suivre, effectivement, puisque c'est très intéressant comme projet
un peu atypique, effectivement, de ne pas se retrouver sous les feux de la rampe pour voir un peu... d'être obligé de se déplacer, par exemple, au Silencio pour voir les œuvres, et puis ce côté bouche à oreille qui aussi... Donc, il y a encore... pas mal. C'est encore actif jusqu'à fin décembre au Silencio. Voilà, vous pouvez effectivement, quand vous allez au Silencio, il y a juste un petit endroit... 142 rue de Montmartre. Oui. Et l'artiste actuel exposé, c'est Jasper Just, c'est ça? Non, c'est Douglas Gordon. D'accord, très bien. Bon, évidemment, Silencio veut dire club privé. Donc, si vous avez la chance de vous rendre au Silencio, ne ratez pas la One Square Meter Gallery. Ouais, tout près de chez moi. Mélanie, Super. Eva, merci beaucoup. Un grand merci. Merci à vous, merci. Puis à très bientôt sur le Salon Soon, et puis encore après en février pour vous, Mélanie, et puis donc en juin pour vous, Eva. En mai. Ah, c'est en mai cette année, d'accord. En mai, pardon. Ça a été avancé d'un mois. C'est vrai. Donc en mai à Venise. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Voilà, on passe à notre dernière rubrique. Oui, on passe à la dernière rubrique sur l'architecture. On va parler de la notamment... fondation. Oui, sur la Louis Fondation Vuitton. Alors, pourquoi architecture? Puisque la Fondation Vuitton, il y a aussi une collection, puisque le bâtiment sert d'écrin à la collection Vuitton, enfin la collection de Bernard Arnault. Bon, je vous cache pas que c'est plutôt le bâtiment qui est intéressant pour le moment, la collection étant, selon les termes de Suzanne Paget, en cours de constitution. Donc voilà. Et j'ai entendu dans une interview de Bernard Arnault qui disait, dans un premier temps, on ne met pas trop d'heures parce qu'on veut vraiment que le public découvre l'architecture, découvre le bâtiment. Oui. Alors voilà, donc je ne sais pas ce que ça veut dire, et s'ils sont peut-être pas encore tout à fait prêts ou quoi, mais j'ai cru comprendre, j'ai pas vu l'intérieur, j'ai vu que l'extérieur, j'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas beaucoup de choses à l'intérieur. Peu d'œuvres effectivement à voir pour le moment, et surtout certaines qui sont un peu faibles à mon goût. D'accord. Mais après, voilà, on attendait peut-être autre chose d'une collection voilà, aussi importante, avec des moyens aussi importants, surtout pour la collection. Il y a une salle qui est dédiée à Gerhard Richter, notamment, qui là, en revanche, est sublime. Certaines autres œuvres, c'était peut-être pas nécessaire de les présenter tout de suite. Alors on a mais le bâtiment est superbe. On a une petite vidéo qui présente le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton. J'ai beaucoup aimé l'affiche de présentation, c'est comme un vaisseau qui arrive sur Terre. Et, je trouve ça marrant. C'est vraiment superbe, effectivement. Le bâtiment, en plus, une fois à l'intérieur, il y a différentes terrasses, donc des vues sur Paris et sur le bois de Boulogne qui sont assez fascinantes. Vu de l'extérieur, le bâtiment a un côté très nuageux, très vaporeux. Il y a un petit côté que peu de gens ont souligné, mais qui pourtant se pose comme ça. Ça a un côté opéra de Sydney aussi quand même, sur certaines vues. C'est pas faux. Voilà, après, c'est pas faux. Pour les prouesses techniques, le bâtiment de Guéry... il y a un aspect en effet... un côté vraiment aérien. Et voilà, là, on parle du bâtiment. On le voit dans l'écrin... du bois de Boulogne, pardon. On parle du bâtiment de Sydney, de l'opéra de Sydney comme des coquillages. Oui. Et en effet, là, il y a des coques. Voilà. Et les coques, on peut aussi intituler ces grands panneaux de verre comme des voiles qui sont sur le bâtiment. Mais
Alors effectivement, pour les expositions inaugurales, il y a une exposition Franck Gehry autour du bâtiment à la Fondation, mais il y a aussi surtout une rétrospective Franck Gehry au Centre Pompidou. Ouais. En même temps, qui permet de comprendre un peu dans quelle lignée s'inscrit ce nouveau bâtiment de la Fondation, puisqu'on retrouve dans l'exposition toutes les maquettes de ses premières réalisations, qui est par exemple la résidence Gehry, où là on est vraiment sur quelque chose sur une espèce de petit peu d'architecture d'urgence, on va dire, quelque chose d'un peu de bric et de broc, pour finir avec le Guggenheim Bilbao, où on est sur un travail très, très achevé. L'avantage de la Fondation par rapport au Guggenheim notamment, qui ont des problématiques communes d'exposition d'œuvres, là où le Guggenheim Bilbao, un des défauts, c'est de manquer de CIMES pour présenter les œuvres. Là, effectivement, la Fondation Vuitton, Franck Gehry a pris ça en compte, et on se retrouve dans certains endroits avec vraiment des 4 murs. Alors ça paraît un peu bizarre à dire, mais effectivement, dans l'architecture Gehry, c'est pas toujours évident d'avoir des murs pour présenter des œuvres. Voilà. Voir des murs droits. Exactement. Mais dans l'exposition, à l'exposition du Centre Georges Pompidou, on le revoit derrière là. Il part vraiment de dessins. Des ébauches, vraiment le concept, et c'est vraiment un travail d'artiste au départ, pour ensuite devenir un bâtiment, mais on s'aperçoit qu'entre le dessin et le bâtiment, il y a un travail énorme sur chacune de ces réalisations. Donc c'est une des choses positives de l'exposition de Beaubourg, où on peut vraiment voir l'évolution d'un dessin de base à une architecture, en passant par de multiples itérations et maquettes. Absolument. Et du coup, effectivement, alors certains parlent d'architecture spectacle, mais ça reste effectivement des œuvres à part entière, c'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui, en général, sont marqués, estampillés Franck Gehry et reconnaissables entre tous. Alors effectivement, peut-être moins marqués quand on parle de building, ou de tour, mais bon, ça c'est le propre de la tour, c'est un peu plus compliqué. Mais dès qu'on passe sur des architectures type Guggenheim, sublime. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On vous retrouve donc le 2 décembre pour l'émission de décembre. Voilà, et entre-temps, on vous retrouve sur les réseaux sociaux, @WatchTV, #CoupFil. Absolument. Et puis, bien évidemment, en replay sur le site web Watch TV, et puis sur les boîtes, la SFR Box, et puis Canal 178 et la Freebox Canal 154, et bientôt sur la B-Box. Absolument. À partir du 13 novembre. Tout est dit. Merci Benoît. Pierre, c'était un plaisir. À très bientôt. À bientôt.